Pour faire le point sur toutes ces questions de PMA d'un point de vue technique, aujourd'hui, on ne va pas aborder les enjeux sociétaux ou politiques, mais peut-être une autre fois. Nous accueillons tout de suite le professeur Nathalie Massin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin de la reproduction au centre AMP à l'hôpital intercommunal de Créteil. On va parler ce matin de la procréation médicalement assistée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ça veut dire et ce que ça regroupe ? Alors, procréation médicalement assistée, c'est le mot, on va dire, média. On est plutôt, donc, au niveau médical, sur assistance médicale à la procréation. Le principe, c'est d'aider les gens qui n'arrivent pas à concevoir naturellement, les aider à concevoir, à avoir un enfant. Bon, on ne va pas parler des aspects politiques aujourd'hui, ni polémiques, ni quoi que ce soit, mais à ce jour, le jeudi 10 février 2022, ça s'adresse à qui ? Alors, les couples hétérosexuels, évidemment, les couples de femmes et également maintenant les femmes non mariées. Très bien. Alors, dans un couple hétérosexuel, par exemple, à partir de quand on se dit qu'il faut avoir recours à la PMA ? C'est quoi les critères aujourd'hui ? Alors, les critères de la PMA, donc avec la nouvelle loi, il a été introduit un critère d'âge qui n'existait pas au préalable. Donc, une PMA peut être débutée à partir de 18 ans. Ah oui, si jeune ? Parfois, oui, effectivement. Dans certaines catégories de personnes, il y a parfois déjà une infertilité à 18 ans. Et il y a un délai, par contre, maximal. Donc, aujourd'hui, il y a un âge qui a été fixé à 60 ans au plus tard pour l'homme, oui, et à la femme de 45 ans, sachant que à partir de 43 ans, il n'y a plus de possibilité de faire de ponction d'ovocytes. D'accord. En tout cas, si on a des embryons congelés, on va dire on peut aller jusqu'à 45 ans. Jusqu'à 45 ans. Mais pas plus. Une femme de 46 ans, si elle veut un désir de grossesse, il faut que ça arrive spontanément. Voilà, c'est devenu illégal en France, l'assistance médicale à la procréation après 45 ans. Et les problèmes de santé, de fertilité, ça provient généralement plutôt des hommes ou des femmes ? C'est une bonne question. En fait, c'est 50-50 à peu près. Alors, pas tout à fait 50-50, parce qu'il y a 50% effectivement, c'est les hommes, 50% les femmes, mais il faut retirer 10% de causes inexpliquées. En fait, on aura beau faire toutes les analyses, tous les traitements. On ne sait pas pourquoi ils n'y arrivent pas. Exactement, on n'a pas encore découvert pourquoi. Alors, ça diminue cette proportion, mais effectivement, il y a des personnes pour lesquelles on n'a pas d'explication aujourd'hui. Donc, on a encore des infertilités inexpliquées, et donc ces gens-là ont le droit au bout de je ne sais pas combien de temps. Est-ce qu'il faut d'ailleurs prouver qu'on a essayé, je ne sais pas, depuis un certain temps ? C'est quoi le délai pour pouvoir accéder à la PMA ? Alors, le médecin ne demande pas de preuves. C'est ça. C'est difficile à démontrer. Voilà, de toute façon. Donc on s'assure qu'il y ait d'abord des rapports sexuels réguliers, qu'il n'y ait pas de problème de règles, parce que si effectivement il n'y a pas de règles, on peut se considérer qu'il n'y ait pas vraiment d'essai à ce moment-là. Et puis donc on va considérer que un an d'attente, c'est déjà pas mal, mais on va réduire ce délai à 6 mois pour les femmes qui ont dépassé 35 ans, parce que c'est quand même intéressant, au moins, si ce n'est de faire tout de suite un traitement, mais au moins de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème au-delà de 35 ans quand on essaye de faire un bébé, parce que du coup, ça serait perdre 6 mois. Si jamais il y a un souci, ça serait dommage. Ce qui veut donc dire que quand on a moins de 35 ans et qu'on met plusieurs mois et que le bébé n'arrive pas, on ne s'inquiète pas ? Voilà, ça peut tout à fait être normal. Donc la conception naturelle peut prendre plusieurs mois et parfois jusqu'à un an sans pour autant qu'il y ait un problème. Et le plus problématique dans l'infertilité, c'est quand ça provient de qui ? De l'homme ou de la femme ? Alors, c'est un peu difficile parce que finalement, le poids est souvent porté par la femme, que ce soit le poids des traitements et des succès, parce que maintenant, finalement, avec très très peu de spermatozoïdes, on arrive à faire des miracles, enfin en l'occurrence des bébés en tout cas. C'est ça. Et donc, c'est vrai que pour le coup, même si c'est un problème de spermatozoïdes très très faible, eh bien, grâce aux ovules de bonne qualité de la femme, on va y arriver. Et s'il y a un échec, c'est vrai que tout va reposer à ce moment-là sur la qualité des ovules ou la qualité de l'utérus de la femme. C'est quoi d'ailleurs aujourd'hui les problèmes les plus fréquents d'infertilité, que quand vous savez quelle est la cause, je veux dire, qui conduisent en tout cas à entrer dans un protocole de PMA ? Alors pour la femme, c'est les troubles de l'ovulation, donc les règles qui ne sont pas régulières, donc ça c'est finalement le traitement le plus simple. Et puis il y a également les problèmes mécaniques comme les obstructions des trompes, donc il n'y a pas de possibilité que les spermatozoïdes rencontrent les ovules. Après il y a d'autres causes, mais ça ce sont les grandes causes. Il y a évidemment l'endométriose, dont on sait qu'il touche 10% des femmes. Elles ne sont pas toutes infertiles. Voilà, c'est ce que j'allais dire, oui, c'est pas systématique. Et puis après, les problèmes de sperme, baisse de qualité des spermes et parfois absence totale de sperme, comme il peut y avoir également une absence totale d'ovocytes. Et ça, on le voit de plus en plus, je crois, les problèmes de sperme, en tout cas, puisqu'on sait que la qualité du sperme des Français, puis on va dire des Occidentaux, en tout cas, est en forte diminution. Tout à fait, c'est probablement lié à plein de facteurs environnementaux, oui. Et c'est quoi les examens, dans les grandes lignes, en tout cas, que l'on pratique au départ pour s'assurer de l'infertilité de l'un et de l'autre ? Alors, le plus simple, c'est pour l'homme, puisqu'il y a un examen, enfin, je dis c'est simple, c'est parce qu'il y a qu'une seule
l'ordonnance qui est donnée à ce moment-là, mais c'est pas forcément simple pour les hommes de faire une masturbation au laboratoire, effectivement, pour donner un recueil qui va être analysé pour vérifier le nombre. C'est un spermogramme, c'est quoi ça? Un spermogramme, voilà, exactement, spermogramme. On fait en même temps une spermoculture pour vérifier qu'il n'y ait pas une infection. Il y a un acte à faire, quoi, voilà. Voilà, masturbation au laboratoire. C'est pas évident pour certains hommes, et ça marche pas toujours au premier coup, faut pas s'inquiéter, faut réessayer. Et puis, pour les femmes, donc on va devoir tester l'ovulation. Alors ça, on va le faire avec des prises de sang ou avec une échographie et tester si les trompes sont bien perméables, et ça, on peut le faire. Et si elles ne le sont pas, comment vous faites? Alors, on le teste avec soit une radio, soit maintenant on fait beaucoup ça à l'échographie, ce qui est beaucoup plus confortable pour les femmes. Et effectivement, si les trompes sont obstruées, on va avoir deux possibilités, soit proposer une chirurgie pour essayer de les améliorer, soit faire sans, et c'est-à-dire dans ces cas-là, on va passer à la fécondation in vitro. D'accord. Eh bien, professeur, on va se retrouver dans un court instant. On va continuer cet éclairage sur la procréation médicalement assistée. On va tenter de comprendre une fois pour toutes en quoi consiste concrètement une insémination artificielle, une FIV, quoi. Et puis, vous l'entendrez aussi, il y aura un petit témoignage surprise d'un homme concerné par ce sujet. Et oui, il n'y a pas que les femmes qui se confient sur ce genre de difficultés. Je ne vous en dis pas plus. En attendant, restez avec nous sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Nous sommes toujours en studio avec le professeur Nathalie Massin. Je rappelle que vous êtes médecin de la reproduction au centre AMP à l'hôpital intercommunal de Créteil. Alors avant de passer à des traitements médicamenteux, est-ce qu'il y a, je sais pas moi, des compléments alimentaires ou en tout cas de mauvaises habitudes à changer pour favoriser ses chances d'avoir une grossesse naturelle? Oui, tout à fait. D'ailleurs, dès qu'il y a le début de projet de bébé, et je dirais même avant, si on veut préserver sa fertilité, si on reste en bonne santé générale jusqu'au moment où on veut faire un bébé, c'est la meilleure façon d'avoir une bonne fertilité. Donc ça va toucher tout ce qui est les toxiques, donc évidemment le tabac, la pollution, les perturbateurs endocriniens, tout ça. Donc c'est important d'être vigilant. Et puis ça joue aussi non seulement sur la fertilité, mais aussi sur la santé de l'enfant à venir. Donc c'est vraiment important de s'en préoccuper avant le projet. C'est jamais trop tard, même. Et l'acide folique, vous le donnez toujours? Oui, voilà. Alors la recommandation vitamine, c'est l'acide folique pour prévenir la malformation du tube neural, donc le spina bifida, quoi. Donc ça, c'est très important dès qu'on a un projet grossesse, c'est ça? Voilà, très important, essentiel, recommandé 2 mois avant. Et puis aussi, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de carence en vitamine D, l'hiver. Donc, excusez-moi, mais s'il y a une grossesse spontanée qu'on n'a pas pris d'acide folique, pas de panique. Ah oui, on panique pas. Voilà, c'est jamais trop tard pour débuter. D'accord. Allez, on va passer aux traitements médicaux. Donc, si on a des problèmes de fertilité, admettons, vous l'avez dit, c'est assez fréquent, les problèmes d'ovulation chez les femmes. Il existe un premier traitement médical, des comprimés, je crois, qu'on prend par voie orale pour favoriser l'ovulation. C'est quoi? Oui, donc ça marche très très bien sur les femmes qui ont un trouble de l'ovulation. Sur les femmes qui ont des cycles réguliers, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et donc, la première cause, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, juste pour rappeler, c'est très important, avant de commencer les comprimés, de mettre tout en place pour que les comprimés aient le plus de chances de fonctionner, c'est-à-dire perte de poids, exercice physique. Et ça donnera de très bonnes chances de fonctionner, les comprimés. Ça suffit parfois pour avoir un enfant, oui. Exactement, parfois ça suffit. Oui, quand on est dans le cas d'un cycle irrégulier, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Vous pouvez, je crois, aussi proposer en première intention une stimulation ovarienne. Ça consiste en quoi, grosso modo? Alors, la stimulation ovarienne, c'est donc faire des injections d'hormones pendant plusieurs jours. Et puis après, on va vérifier à l'échographie, la prise de sang, que les ovules poussent bien. Donc ça, c'est vraiment indiqué pour les femmes qui n'ont pas une ovulation qui se fait bien, naturelle, sans pour autant qu'il y ait le syndrome des ovaires polykystiques. Ça, c'est vraiment la première ligne de traitement, oui. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle l'insémination artificielle. Pour le coup, c'est quoi? J'imagine que ça passe par une stimulation ovarienne aussi. Et là, on va aller déposer des spermatozoïdes au bon endroit, quoi. Voilà, exactement. Donc on va faire la même stimulation ovarienne. On va déclencher l'ovulation. Donc on saura quel est le bon moment pour mettre les spermatozoïdes. Monsieur fera un recueil de sperme au laboratoire. Les spermatozoïdes seront triés et concentrés. Et effectivement, vous gardez que les meilleurs, les champions, voilà, c'est que ça? Les champions, effectivement. Pas trop, juste ce qu'il faut en termes de nombre. Et donc on va aller avec, donc on met le spéculum et avec un petit cathéter, c'est pas du tout douloureux, on va aller déposer les spermatozoïdes derrière le col, donc au fond de la cavité utérine, pour qu'ils aillent très vite dans les trompes au moment où il y a l'ovulation. Et dites-moi, ces deux techniques dont on vient de parler, à savoir d'abord la stimulation ovarienne et puis ensuite, si besoin, justement l'insémination, ça marche bien, c'est efficace? Oui, alors les chances de réussite sont autour de 15 à 20% pour les femmes qui n'ont pas d'ovulation naturelle à chaque cycle ou qui utilisent du sperme de donneur. Quand il y a une ovulation naturelle, on est
plutôt autour de 10-15% de réussite. Bon, alors il y a une autre procédure dont on parle plus pour le coup, c'est la FIV, la fécondation in vitro. Là, vous procédez comment concrètement ? Alors, il y a pareil, la stimulation de l'ovulation, ça c'est toujours un peu une constante. C'est le passage obligé. C'est une constante, mais c'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire, dans l'insémination, on veut avoir 1 ou 2 ovules maximum, on veut limiter les grossesses multiples, mais dans la fécondation in vitro, notre objectif, c'est vraiment d'essayer d'en récupérer un nombre suffisant pour donner derrière de bonnes chances d'avoir des embryons. Donc, on va faire une stimulation qui est quand même beaucoup plus forte, et on va voir sur les ovaires se multiplier 10 à 15 follicules qui sont potentiellement des ovules, en fait. Ah, d'accord. Donc, on peut en récupérer jusqu'à 15 parfois. Ouais. Mais même parfois plus, parce qu'il y a des femmes qui peuvent donner vraiment plus quand les ovaires sont bien riches. C'est combien votre championne? On peut en récupérer jusqu'à... Alors là, oui, mais on ne faut pas vraiment s'en vanter parce que derrière, après, il y a des risques pour la femme. Voilà, mais nous, on a eu une fois 94, ce qui était énorme. Dieu, ça veut dire qu'elle avait été extrêmement stimulée. Est-ce que d'ailleurs, c'est pas dangereux, cette stimulation? Oui, voilà. Alors le risque, c'est l'hyperstimulation. Alors aujourd'hui, on a à la fois des traitements pour prévenir. Donc on a des examens qui nous permettent de savoir qu'on est dans une situation à risque. Et donc on va adapter la stimulation. Et puis on a toujours des traitements qui peuvent permettre d'éviter cette hyperstimulation. Voilà, oui. Une fois qu'on a les ovules, les follicules à l'échographie, donc on va faire le déclenchement de l'ovulation. Et là, il y aura l'intervention chirurgicale, la ponction d'ovocytes, pour aller les récupérer au laboratoire. Ça fait mal, non? Alors, on fait ça sous anesthésie générale. Non, mais dès qu'il y a le mot ponction, je m'affole. Est-ce que ça fait mal? C'est désagréable, oui. Donc, c'est pour ça que ça peut se faire sous anesthésie générale. Ça peut également se faire sous anesthésie locale. Et par exemple, l'hypnose, ça fonctionne très, très bien pour éviter une anesthésie générale. Voilà. Très bien. Donc, c'est un moment désagréable. C'est pas long, hein. C'est 20 minutes. Mais c'est vrai que 20 minutes où on est inconfortable, ça paraît très long. Mais... Une fois qu'on a récupéré les ovocytes, on a aussi récupéré le sperme de monsieur, les spermatozoïdes. On les fait se rencontrer in vitro. On obtient des embryons. On en obtient combien généralement? Et puis ensuite, on va aller en implanter combien? Voilà. Donc l'obtention des embryons dépend du nombre des ovules, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a de la perte à chaque fois. C'est pour ça qu'on essaye de partir avec un niveau assez important. Ouais. Voilà. Donc en moyenne, en France, il y a 10 ovocytes qui sont récupérés pour une ponction, qui vont donner 5 à 6 embryons. Et dans ces 5 à 6 embryons, on va en avoir 2 ou 3 qui vont être exploitables, mais parfois on peut avoir 0, et puis parfois on peut avoir effectivement 10. Et donc on va en sélectionner en général un seul, qu'on va replacer dans la cavité utérine. Et puis, s'il y en a d'autres supplémentaires, on pourra les congeler pour une utilisation ultérieure, soit parce qu'il n'y aura pas eu de grossesse, soit parce que le couple revient quelques années plus tard pour avoir un autre enfant. En fait, vous êtes en train de nous dire, vous implantez combien d'embryons en fait, en général? Un seul? Alors, de préférence un seul. Mais moi, j'avais toujours entendu dire qu'on en mettait au moins 2 ou 3, histoire qu'il y en ait un qui Alors, persiste. Exactement. Donc, un seul, en règle générale, et si possible, parce que aussi, ça a assez amélioré nos résultats. Donc, on n'a pas forcément besoin de forcer. Et puis, par contre, si effectivement, on fait face à plusieurs échecs ou que la femme a un certain âge, on peut être amené à mettre 2, exceptionnellement 3 embryons. C'est pour ça qu'il y a autant de jumeaux depuis un certain temps. Voilà, mais il y en a de moins en moins, en fait, à vrai dire, des jumeaux. Oui, il y en a de moins en moins. Donc, je dirais que nos traitements sont de plus en plus efficaces, que notre objectif, c'est d'avoir plutôt un enfant unique. Parce que ce sont des grossesses plus à risque, voilà, quand il y en a plusieurs, bien sûr. Voilà, pour limiter les risques liés à la multiparité. Alors, il faut quand même signaler que dans certains cas, on n'a pas de gamètes des parents, en tout cas de ce couple infertile, et donc il faut avoir un recours à un donneur, soit de sperme, soit d'ovocytes. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, vous avez suffisamment de gamètes, justement, qui sont donnés pour tous les couples qui en ont besoin, ou est-ce que, on pourrait pas passer un petit appel, justement? Oui, on pourrait passer un petit appel. Alors, il n'y a pas suffisamment. Donc, pour vous donner une idée, les chiffres de l'Agence de biomédecine de 2019, parce qu'on a toujours les résultats avec 2 ans de retard, on attend les accouchements. Donc, il y a eu à peu près 800 donneuses qui ont donné lieu à 400 naissances, alors qu'il y avait 4000 couples en attente. Wow, voilà, donc il y a vraiment un besoin. Alors, on peut être donneuse entre 18 et 37 ans. Je dirais l'âge idéal pour être donneuse, c'est certainement avant 30 ans, puisque on sait que la qualité des ovules est meilleure à ce moment-là. C'est jamais trop tard, évidemment, d'être généreux. Nos voisins européens sont plus généreux, mais il y a souvent une indemnisation des femmes. Comment ça se passe si, par exemple, une jeune femme, forcément entre 18 et 37 ans, nous écoute et a envie de donner ses ovocytes? Comment elle doit procéder? Comment elle doit faire? Et c'est quoi le parcours? Alors, j'invite les auditeurs à ce moment-là à aller sur les sites de l'Agence de biomédecine, où ils trouveront tous les liens des sites. Et donc, il y a un site qui s'appelle dondovocytes.fr, par exemple. On peut trouver toutes les informations. Et après, il faut prendre contact avec un centre d'AMP proche de ses choix. Bon, alors, on a compris que c'était quand même un sacré parcours pour les couples concernés, la PMA. On entend souvent des témoignages de femmes à ce sujet. Mais nous, on a trouvé un homme qui non seulement accepte d'en parler, mais on a fait un spectacle. Il est en ligne avec nous. Bonjour, François Touchard.
Bonjour Julia, bonjour Mélanie et bonjour professeur Massin. Alors Bonjour. du 2 au 9 mars, on pourra vous voir sur scène au théâtre Montorgueil dans ce spectacle. Tu vas l'appeler comment? Alors vous parlez avec humour d'un sujet qui est pas vraiment drôle au départ, hein. C'est ça, même pour moi, et je parlais pour mon cas parce que je parle pas pour ma chérie, c'est vraiment le cas individuel d'un garçon, mais c'est pas drôle du tout, et puis ça a pris du temps de se rendre compte avec le recul, tout le côté absurde, on va dire, et puis le fait que rien ne nous prépare à ça, quoi. Bah ça c'est sûr. Est-ce que vous conseilleriez aux couples en mal d'enfants de venir vous voir sur scène? Aux couples en mal d'enfants et puis même à tous les gens qui connaissent des gens qui sont dans ce cas-là, parce qu'il y a c'est plein de choses qu'on s'imagine pas. Le premier rendez-vous, votre invité en parlait, le premier rendez-vous avec le docteur quand il nous explique que pour faire les enfants c'est une piqûre par jour pendant 2 semaines au Vitrel et puis 36 heures après le prélèvement. Nous vraiment c'était pas la démarche qu'on avait pour faire un bébé, donc c'est plein de choses qu'on connaît pas et qu'on peut découvrir comme ça parce que vraiment moi jamais dans mes cours à l'école on m'a parlé de tout ça. Eh bien, merci beaucoup François Touchard d'avoir été avec nous. Vous serez, je le rappelle, au théâtre Montorgueil à Paris du 2 au 9 mars. Alors, professeur Massin, je reviens vers vous. Ils sont accompagnés psychologiquement, les couples qui passent par la PMA, parce que franchement, ça doit pas être évident quand même, et d'autant plus qu'il y a quand même pas mal d'échecs. Oui, tout à fait. Donc les couples sont accompagnés. Il y a toujours un psychologue qui est attaché à un centre d'AMP qui va gérer des groupes de parole, des consultations particulières, etc. Et puis, bon, en général, il y a les équipes essayent de mettre pas mal de cocooning. C'est vrai que c'est difficile. On fait preuve à plus d'échecs, malheureusement, que de réussite. Et c'est finalement dans l'ensemble d'un parcours, c'est-à-dire la répétition des traitements. Je vous ai donné tout à l'heure les chiffres de réussite. Donc ça, c'est pour une tentative. Et bien finalement, c'est l'addition des tentatives qui va permettre d'aboutir à un enfant, mais pas tout le temps, malheureusement. Bon, pour se détendre sur le sujet, on peut aller voir le spectacle de François Touchard. Voilà. Il y a des hommes qui en parlent, c'est plus rare, effectivement. Vous trouvez que c'est bien aussi d'avoir un homme comme ça sur scène qui va parler de ces problèmes-là? Oui, je trouve ça vraiment formidable parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont portées par les femmes, alors que l'homme a évidemment toute sa place. Donc il faut pas que les professionnels l'oublient. Il faut que l'homme puisse prendre sa place évidemment, et puis il est très important dans le support pour sa femme. Alors j'en profite aussi parce Vous qu'on a voulez dire parlé pour les autres, qui peuvent donner leur sperme, ça c'est important. Voilà, j'en profite parce qu'on a parlé du don d'ovocytes. Alors, pour le don de sperme, malheureusement, les hommes sont un peu moins généreux. Enfin, il y a un peu moins d'hommes généreux puisqu'il y a eu que autour de 350 donneurs en 2019. Mais par contre, un homme qui donne est beaucoup plus généreux puisqu'on a naturellement. On a produit à peu près 15 000 paillettes. C'est vrai que c'est pas la. Le rapport est pas le même. Voilà, le rapport est pas du tout le même, ce qui a permis à peu près à 1000 enfants naître d'un don de sperme. Et puis aujourd'hui, le don de sperme, eh bien, il est encore plus nécessaire puisqu'on prend maintenant en charge des couples de femmes et des femmes non mariées. Les besoins seront plus nombreux. Voilà, les besoins sont augmentés. Alors, on l'a compris, ça marche pas à tous les coups. Est-ce que, pour terminer sur une note d'espoir, j'espère, est-ce qu'on a la possibilité de se dire qu'un jour, on arrivera à améliorer le taux de réussite? Est-ce qu'il y a des pistes sur lesquelles vous travaillez? Oui. Alors déjà, on a déjà bien amélioré les taux de réussite. C'est pour ça qu'on met de moins en moins d'embryons et qu'on limite. Donc il y a beaucoup de choses qui est fait au laboratoire par rapport à la culture embryonnaire, au niveau des traitements, également au niveau de l'implantation. Alors pour donner par exemple une idée sur la possibilité d'améliorer les techniques, malheureusement ça n'a pas été discuté dans le cadre de la loi. Enfin, ça a été discuté, mais ça n'a pas été retenu. C'est les analyses génétiques avant de transférer les embryons. Et on voit que nos collègues qui font ça, passe de taux de naissance de 25% à 50% au moins, parce que les embryons qui sont pas génétiquement normaux sont effectivement écartés. Donc c'est vrai que ça évite un certain nombre d'échecs. C'est un sacré espoir que vous nous annoncez. Merci voilà, beaucoup. On espère notre prochaine loi de bioéthique. Très bien. Merci beaucoup, professeur Massin, pour toutes ces explications sur la procréation médicalement assistée. C'est vrai qu'on en parle beaucoup ces dernières années du point de vue législatif, en tout cas, mais au moins on sait désormais vraiment concrètement de quoi il s'agit.